Alors, en effet, je vais essayer de le traiter en quelques points. D'abord, dire que le mot mondialisation est apparu il n'y a pas très longtemps. Enfin, disons, pas très longtemps pour quelqu'un de mon âge, vers 1980. Et que c'est un processus néanmoins beaucoup plus ancien. Alors, sur cette ancienneté, je voudrais avant faire quelque chose qui va vous surprendre. Ce second point va vous sembler peut-être farfelu, mais expliquer pourquoi, au fond, il y a, depuis très très longtemps, un processus de mondialisation et son inverse, que j'aime bien appeler une anti-mondialisation. Alors, j'en dis pas plus, ce sera mon second point. Le troisième point, c'est dire, effectivement, disons, remontons à ce que les Européens ont appelé au XIXe siècle les grandes découvertes. Je fais le geste très daté d'ailleurs de la mondialisation, qui est de mettre des guillemets sur une expression, qui est un signe de postmodernité, comme on dit. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je dis ça. Et les grandes découvertes, c'est-à-dire le moment où sont connectées des sociétés qui n'étaient jusque-là plutôt déconnectées. Et en particulier les Américains par rapport aux gens de l'Ancien Monde. Enfin, c'est le dernier point où j'essaierai d'évoquer le dilemme que j'ai, le fait qu'il y a une tension entre ce qu'on peut appeler le mondial et l'international. Voilà, j'ai bien fait l'universitaire, j'ai donné mon plan. Il n'est pas en trois parties, mais en quatre. Et je vais essayer de m'y tenir dans la petite heure qui vient. Alors, premièrement, une question de date. J'ai évoqué déjà tout de suite la date de 1980. C'est effectivement, ça sera d'ailleurs le bout de ma diapo suivante, c'est le moment où ce mot tombe dans le domaine public, où il nous est devenu familier. Alors, comme j'ai travaillé pour les dictionnaires Larousse, je peux vous dire que c'est en 1980 qu'il entre dans le dictionnaire Larousse, mais c'est à peu près la même date si vous prenez Globalization en anglais, ou bien si vous prenez le Petit Robert en français, vous avez des dates tout à fait équivalentes. Donc, quelque chose s'est passé dans les années 70, et ce qui s'est passé, c'est des événements économiques. Vous voyez, on pense tout de suite à ce que les économistes ont appelé le changement de cap, l'abaissement des barrières douanières, et puis surtout l'ouverture financière internationale qui aboutit à la financiarisation du monde que l'on connaît bien aujourd'hui, dont on subit pas mal de dégâts. Et là, c'est de l'actualité permanente depuis 10 ans, on est tranquille. Donc, vous avez les mots symboliques de Thatcher et de Reagan qui viennent derrière, mais c'est un phénomène beaucoup plus général. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. C'est aussi des grands changements de trafic économique. Et en particulier, je voudrais insister sur le fait que c'est à ce moment-là que vous avez des ouvertures internationales. Certaines sont discrètes, on y pense, ça ne fait pas beaucoup d'effet sur le moment, on n'y pense pas. C'est la première ouverture chinoise, le premier traité signé par la Chine, post-maoïste. Alors évidemment, on sait 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard qu'est-ce que ça va donner, ce genre de phénomène, et que ça va bouleverser complètement l'équilibre mondial. Mais c'est aussi quelque chose qui est très symbolique en 1980. C'est le moment où le commerce des marchandises, les échanges commerciaux transpacifiques font jeu égal, et depuis, ils font mieux, avec le commerce transatlantique. J'aime bien dire qu'à ce moment-là, le bouclage du monde est fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus un monde centré, ce qui fait allusion à ce que vous allez voir dans les diapos qui viennent, mais un monde qui devient circulaire et de ce fait beaucoup plus difficile à représenter. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de bouclage, un petit peu comme idée symbolique du monde. Vous allez voir que c'est un problème aussi cartographique. Alors, cette dérégulation financière, je l'ai évoqué, on connaît bien ce qu'on appelle le plus concrètement la mondialisation aujourd'hui. Je n'ai pas mis tous les éléments qu'on pourrait mettre, je le fais par écrit souvent, dans lequel on peut inclure les premières bribes d'Internet, les premiers ordinateurs individuels, etc. Vous avez tout un tas d'éléments qui correspondent à peu près à ce moment-là. Donc, ça sera donc ma dernière diapo avec du texte. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez plus avoir que des images. Vous avez, là vous n'en avez justement pas, vous avez justement quelque chose qui est un changement mental. Et j'aime bien développer souvent l'idée que mondialisation, c'est d'abord la conscience du monde. On prend conscience qu'on est dans le monde. Alors, on le savait avant 1980. Oui, mais pas tout à fait. Je ne vais pas développer ce point, mais si ça vous intéresse dans le débat ultérieurement, je le ferai facilement. C'est le moment où on cesse de voir le monde où les autres, le loin, c'est du nous en retard. Où on voit le monde entre pays développés, puis pays en voie de développement, puis pays sous-développés, puis pays moins avancés, vous voyez, du temps. Donc, on a une idée qu'il y a une espèce de flèche du temps, puis que les pays se classeraient là-dessus. Donc, on est tous dans le même modèle, et
justement, d'ailleurs, en 1980, je ne vais pas le développer ici, c'est un autre point, mais c'est le moment où on passe de l'expression pays développé, pays sous-développé à nord-sud, qui nous est devenu beaucoup plus familier et qui ne donne aucune idée de temporalité ou de développement, mais de situation géographique. C'est un symptôme parmi d'autres. Le rapport Brandt, qui est à l'origine de l'expression nord-sud, est aussi de 1980. Alors, je ne vous dis pas fermer les yeux parce qu'il n'y a pas d'image, justement. Pensez au monde. Hein, qu'est-ce que c'est le monde? Quelle image vous avez du monde? A priori, vous avez ça. C'est-à-dire que vous avez un planisphère, qui est un planisphère, comme l'a dit il n'y a pas très longtemps une cartographe argentine à qui je lui disais « mais vous n'en avez pas marre d'être en bas à gauche ». Vous allez voir que ça peut jouer. Cette cartographe me disait « ah, nous utilisons des planisphères normaux ». J'aime bien cette idée de norme, c'est-à-dire l'idée, le monde, il est comme ça, avec le méridien de Greenwich au milieu, on va le voir, puisqu'il va se diviser en 4, bien sûr, l'équateur, et puis le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich, qui est une décision tout à fait récente, qui a à peine plus d'un siècle, puisque c'est en 1884 qu'on a fait ce choix du méridien zéro pour caler les fuseaux horaires, et justement parce qu'il y avait ce qu'on a appelé rétrospectivement une première mondialisation, fin 19e jusqu'en 14, avec entre autres ce qui posait des problèmes de synchronie des horloges, les câbles sous-marins télégraphiques, un peu l'ancêtre d'ailleurs de ce fait d'Internet. Bon, alors, le monde, on a cet héritage qui, je peux vous le prouver, là ça serait long, mais je peux vous l'affirmer, jusqu'en 1980, était la représentation cartographique dominante en Europe et au-delà. Alors certes, on voyait, si vous avez pris des cartes du National Geographic, les États-Unis, enfin l'Amérique au milieu, la Chine faisait évidemment avec la Chine au milieu, mais dans l'ensemble, les planisphères dominants, y compris en Argentine, en Australie ou au Japon, étaient généralement celui-là, c'est-à-dire avec l'Europe au milieu et en haut. Eh bien, c'était vrai. Je veux dire par là que si on prend une carte de manuel scolaire ici de la fin du 19e siècle, d'école primaire supérieure, enfin peu importe, vous aviez là une vision du monde qui était vraie parce que l'Europe était au centre du monde. C'était d'ailleurs d'autant plus normal que c'est elle qui avait créé le monde tout autour d'elle, en tissant les liens de ces fameuses grandes découvertes que j'évoquais tout à l'heure. Alors évidemment, c'était tellement vrai que ça passait pour naturel. Alors là, le géographe que je suis devrait mettre un peu de cendre sur sa tête parce que ça indique le rôle idéologique que a joué longtemps la géographie, qui était de naturaliser des faits historiques. Et de vous dire, vous voyez, l'Europe, en l'occurrence évidemment dans le contexte nationaliste vers 1900, on disait la France. Mais les Anglais disaient l'Angleterre, les Allemands l'Allemagne. Bon, c'était le même raisonnement, mais c'était de toute façon l'Europe occidentale. L'Europe était bien au centre du monde. Et cette centralité était vue comme un fait de nature. Donc, sa position dominante était logique et légitime par la même. Vous voyez, le tour de passe-passe qui était fait, à force de montrer des cartes qui étaient toujours semblables, eh bien, il était évident que l'Europe était au milieu. Alors, vous pouvez faire des planisphères avec n'importe quel point du globe, par exemple l'Antarctique, au milieu. Vous allez en voir avec le pôle Nord au milieu dans un instant. Elles sont tout aussi vraies, au sens technique de représentation du globe terrestre, au sens de représentation du monde, c'est-à-dire des sociétés, des hommes, de l'humanité. Là, c'est un peu plus compliqué. Vers 1900, oui, le monde était ainsi. Mais le manuel de géographie, le raisonnement géographique allait un petit peu plus loin, puisque, si vous regardez un petit peu le texte qui accompagnait cette petite vignette dans le manuel, la France, et vous pouvez dire l'Europe, et dans l'hémisphère nord, septentrional, dans la zone tempérée, qui est la plus propice au développement de la civilisation. Alors ça, c'est d'ailleurs de la géographie grecque antique, l'idée que quand il fait trop chaud, il fait trop froid, on ne peut pas être civilisé, mais c'est charmant. Mais vous avez aussi quelque chose qui est encore plus important par rapport au raisonnement que je vous fais, la France est au centre des terres émergées. Je peux vous dire que jusqu'aux années 1960, les organismes géographiques français, l'IGN depuis 1940, calculent le centre du monde et ça tombe toujours en France, ou à immédiate proximité du littoral français. Depuis, on a abandonné, on n'ose plus faire ça, mais on peut le faire pour n'importe quel point du globe en réalité. Et puis alors, vous avez un petit truc qui vous dit, vous voyez, si vous allez au bout du monde, vous allez au bout de la carte en fait, eh bien, vous voyez, la France est au milieu. Voilà pourquoi nous sommes les plus beaux, etc. Et la géographie étant corrélée à l'histoire qui montre le développement de la civilisation en France, cela explique ceci.
Alors, cela dit, c'est pas facile de passer d'une carte à une autre. Et j'ai juste pris cela comme changement mental hein, dans les années 1980, depuis les années 80. Je vous donne un exemple purement technique hein, de ma vie universitaire. Il n'y a pas longtemps, j'avais participé à un dictionnaire des mondialisations et j'avais voulu avoir le droit de vie et de mort sur les cartes qui étaient publiées dans ce dictionnaire. Et une de mes collègues qui travaillait sur le commerce mondial avait proposé cette carte-là. Je dis, ça ne va pas. Pour un lecteur pas trop géographe ou qui ne fait pas attention, le commerce entre l'Amérique du Nord et l'Asie passe au-dessus de l'Europe. Et d'ailleurs, si on s'intéresse un peu à l'histoire des représentations cartographiques, les seules cartes avant 1980 qui étaient de ce type-là, qui a été la carte qui va être finalement publiée, eh bien, sauf une que vous allez voir dans un instant, c'était des cartes qui représentaient les trajectoires heureusement potentiel, des missiles intercontinentaux du temps de la guerre froide, enfin, ils existent toujours d'ailleurs, entre l'URSS de l'époque et les États-Unis. Les Européens étaient toujours persuadés que ça leur passait au-dessus, avec évidemment des risques que ça passe en plein dedans, mais en fait, ils passaient au-dessus du pôle Nord, tout simplement, parce que si vous regardez les distances les plus courtes, vous voyez, la vision du monde. Or, ces cartes qu'on appelle des projections polaires, techniquement, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des cartes qui se sont beaucoup imposées depuis une trentaine d'années, entre autres dans les manuels scolaires, dans les journaux, etc. Alors, il y a une carte qu'on connaissait bien, qui était typique de cette projection, mais qui était de ce point de vue-là pionnière, c'est la carte du drapeau de l'ONU. Qui date de 1947. Vous avez là une vision du monde qui était la seule, mais qui a une particularité, c'est qu'à la différence. Alors demandez-vous sur ce genre de carte, où est le nord? Ça c'est facile, il est au milieu. Mais où est le sud? Bah, il est tout autour, oui, voilà. Et où sont l'est et l'ouest? Voilà, tout d'un coup, les points cardinaux ne sont plus égaux. Moi, je suis désolé, je bouge tout le temps. Hein, bon, donc les points cardinaux se trouvent, qui sont les bords droite et gauche de la carte, deviennent des points, ceux qu'ils sont sur un globe terrestre, sur la boule, deviennent des positions relatives. Et ça change tout. Hein. Bon, donc vous aviez ce genre de carte, et effectivement, il n'y a plus de milieu à proprement parler. On en choisit un conventionnellement, là, qui est le pôle Nord, mais j'ai histoire de vous donner un peu le mal de tête. Je peux d'ailleurs aggraver mon cas. Mais vous avez là typiquement d'un monde qui devient relatif, où on n'est plus au centre et au bout du monde, mais on est dans des positions qui sont les unes par rapport aux autres. C'est ce que j'appelle, là je l'ai pris par le biais cartographique puisque c'est mon job, mais c'est ce qu'on peut appeler justement la conscience du monde qui recèle le mot mondialisation. Justement, je vous montre une carte qui date, elle, de 1900, juste à peu près de la même époque, hein, presque 80. Les Australiens, justement, ils en avaient marre d'être en bas à droite. Donc vous avez là une carte qui avait été d'ailleurs pas du tout dans le milieu universitaire, c'est la chambre de commerce de Sydney qui en avait marre de voir des investisseurs qui lui disaient « Mais vous, les Australiens, vous êtes si loin ». Donc l'Australie, justement, a dit « Mais pas du tout, nous sommes au milieu du monde ». Et c'est exactement la situation de l'Europe occidentale dans la carte du manuel scolaire de 1898 que je vous montrais il y a un instant. Alors, je vais m'arrêter, je vais quand même avoir quelques diapos parce que c'est mon truc, l'analyse du planisphère. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il y a des cartes qui sont à la mode, ce qu'on appelle un peu à tort les projections de Peters. Vous avez tous vu à un moment ou à un autre, et vous n'en voyez plus guère d'ailleurs, de ces cartes où on a l'impression que l'Amérique du Sud et l'Afrique ont fait une cure d'amaigrissement. En fait, elles sont très très étirées, et que les hautes latitudes, par exemple la Sibérie, sont complètement écrasées. Alors, c'est la même carte que la toute première que vous avez vue. Techniquement, on appelle une Mercator, nom d'un cartographe flamand du XVIe siècle. Mais vous avez un calcul qui mesure les superficies. Alors, cette carte, pour ça qu'on dit qu'elle est de Peters, qui n'est pas du tout un cartographe et son inventeur, mais qui était un militant tiers-mondiste. Un moment très important à l'époque, c'est l'époque, depuis quelques années auparavant, c'était créé Médecins sans frontières, etc. Oui, c'est une époque où on a ce développement, et le tiers-mondisme est un mouvement intellectuel de l'époque. Je ne dis pas qu'il n'existe pas toujours, hein, mais c'est vraiment vers 1980 que ça se développe, et ça correspond à ce moment intellectuel que j'évoquais. Eh bien, dans les cartes classiques, normales, comme on dit mon Argentine, vous avez une sous-représentation en superficie des basses latitudes et une sur-représentation des hautes latitudes. Donc, on peut corriger techniquement, on peut tout faire avec les planisphères et faire des calculs mathématiques. Eh bien, c'est une carte qui corrige, les surfaces sont justes.
De ce fait, comme sur tout planisphère, si les surfaces sont justes, les formes sont fausses. Et là, on a privilégié les surfaces. Alors, vous avez une évolution assez facile à voir d'un planisphère qui a été longtemps, je dis qui a été parce qu'on n'en voit plus guère derrière les fonds de journaux télévisés des planisphères, un petit peu encore. Mais c'est la toute première image que vous avez en haut. Vous avez Michel Droit, que certains se souviennent sans doute comme l'intervieweur du général de Gaulle. Michel Droit, le très joyeux, là, qui est devant un fond de carte, qui est une télé en noir et blanc, bien sûr, la seule chaîne à l'époque. Et vous avez... Si vous prenez le calculé sur cette carte, vous faites les diagonales, vous allez voir, ça tombe pile poil sur la France. Ah, vous avez une carte parfaitement gaullienne. Ah, vous avez la France et puis le reste du monde qui est très mise en valeur. Et puis derrière Patrick Poivre d'Arvor, là, vous avez une de ces cartes de type Peters que j'évoquais vers 1900, dans les années 80. On est marqué justement par ce mouvement tiers-mondiste. Et puis derrière Béatrice Schoenberg, là, je n'ai pas été capable de l'animer, mais vous avez un monde qui s'est mis à tourner. Ah, il tournait dans le bon sens d'ailleurs, parce que je peux vous dire que souvent c'est aléatoire. Mais vous avez le monde, alors certes c'était toujours orienté au nord, c'est une expression amusante, si ça vous amuse, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais puisque l'Orient c'est l'Est. Hein. Donc vous avez cette orientation au nord qui est restée, mais vous avez quelque chose où il n'y avait plus un méridien central. C'était déjà une évolution. Depuis, je vous dis, on s'est simplifié les choses, on ne montre plus le monde, hein, dans la plupart des... Alors, juste une petite allusion qui est faite rapport avec mes petits guillemets tout à l'heure. On a souvent tendance à ne pas mettre en rapport deux phénomènes qui sont apparemment d'ordre tout à fait différent. Je n'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais dû, que mondialisation est un mot qui vient du journalisme, hein, pas du tout du monde savant, mais du vocabulaire du journalisme économique. Alors, je peux en faire la filiation. D'ailleurs, j'ai un de mes anciens doctorants qui a fait ça très bien, donner les dates où apparaît ce mot. Mais ce mot qui a ensuite très vite pénétré dans le vocabulaire des programmes scolaires dès 88, puis dans les manuels avant, et puis dans le vocabulaire ensuite de la réflexion plus savante des économistes ou des géographes. Et puis dans un tout autre domaine, celui de la philosophie, de l'épistémologie, de la réflexion sur les sciences, il y a eu un mouvement qui date aussi de cette époque. L'ouvrage fondateur, c'est celui que vous avez sous les yeux, et de Lyotard, et il date de 79, donc les mêmes dates. C'est ce qu'on appelle la postmodernité. C'est tout simplement, pour prendre l'aspect le plus large, le plus facile à comprendre de la postmodernité, ce qu'on appelle souvent la fin des grands récits, l'expression de Lyotard, c'est la disparition du marxisme comme cadre de pensée, pas seulement comme mouvement politique dans les années 80, même avant la fin de l'Union soviétique, mais comme cadre de pensée intellectuelle, alors qu'il était jusqu'à la fin des années 70 extrêmement dominant, y compris chez les gens qui étaient ses adversaires, hein, comme Raymond Aron par exemple. On ne pouvait pas ne pas faire avec, il fallait se colter au marxisme. Ben, ça s'est complètement effacé. Maintenant, quand j'emploie, pour parler par exemple des successions, quand j'emploie l'expression mode de production devant des étudiants, il faut que j'explique dans quelle pensée, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Alors que, évidemment, si j'avais fait la même chose en 1975, j'aurais eu 5 doigts qui se seraient levés pour essayer de me situer dans quel courant et avec quelle grille d'interprétation j'utilisais ce terme. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je passe à mon second point, qui lui va vous surprendre justement, et là nous ramener très en arrière, mais aussi au présent, pour vous dire pourquoi, à mon avis, il y a cette question qui se pose et que je crois on peut prendre comme un fil conducteur de l'histoire de l'humanité, qui est ce que j'ai appelé un singulier pluriel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait à la fois unité et extrême diversité. Comparez un instant les humains à toute autre espèce vivante, eh bien, vous aurez une géographie qui est profondément différente. Parce qu'il n'y a pas d'espèces vivantes, plantes ou animaux, qui soient mondialisées. Alors, depuis, si, il y en a des tas. Là, on cultive du maïs n'importe où on élève des vaches dans des tas d'endroits. Bon, aujourd'hui, avec le salon de l'agriculture, je n'aurais pas dû prendre cet exemple. Mais c'est les hommes qui ont fait cette mondialisation. Sinon, c'était cantonné dans l'Amérique centrale pour le maïs, et méridionale, et les vaches, c'était un phénomène de l'ancien monde, et lui-même, au départ, extrêmement limité à une partie de l'Asie. Donc, vous avez eu une mondialisation des plantes et des animaux par les hommes, mais spontanément, la seule espèce qui soit mondiale, ce sont les hommes. Et chose importante,
à la différence des espèces végétales ou animales, où dès qu'on fait quelques milliers de kilomètres, on a des espèces très variables, où la même espèce devient génétiquement différente, l'humanité, au contraire, est d'une homogénéité extraordinaire. Je dis ça, c'est pas seulement, enfin, ça peut l'être aussi d'ailleurs de ma part, mais c'est pas par militantisme antiraciste que je dis ça. Il n'y a pas les infimes nuances humaines sont dérisoires par rapport aux variations qu'on trouverait dans d'autres espèces, y compris commencer comparer avec des mammifères. La preuve d'ailleurs en est, elle était déjà utilisée depuis la controverse de Valladolid sur la définition de l'humanité, c'est le fait qu'il y a une totale reproductibilité entre un homme et une femme issus des sociétés les plus éloignées qui soient et de quelques appareils avec des apparences physiques légèrement différentes, du moment qu'ils sont en bonne santé, eh bien, la reproduction peut se faire, comme d'ailleurs ça s'est vérifié dès que les conquistadors, enfin les premiers Européens sont arrivés en Amérique. Donc c'est ce qui a prouvé d'ailleurs, c'est l'argument qui avait été utilisé pour dire que les Amérindiens étaient bien, même si ce n'était pas dans la Bible, étaient bien des humains. J'évoque la controverse de Valladolid. Eh bien, une seule humanité, et pourtant une extraordinaire diversité de sociétés. Les langues en sont un exemple le plus considérable. Vous n'avez pas, si vous prenez une autre espèce vivante, y compris très proche, comme des grands singes, vous avez des différences régionales, sociales. Il y a un peu de social qui peut se voir, y compris chez des oiseaux, mais c'est infime. Fondamentalement, ça se ressemble complètement, les types de relations. Tandis que les humains ont inventé une extraordinaire variété qui justifie le fait qu'il y ait des sciences sociales, que ce ne soit pas un prolongement de la biologie. Donc vous avez là quelque chose de très très important. Et cette diversité, c'est bien le contraire de la mondialisation. C'est-à-dire que vous avez à la fois diffusion de l'humanité sur Terre depuis 50 000 ans, c'est pour ça qu'il m'arrive de remonter loin, c'est à peu près les dates que l'on prête aux premiers arrivants en Australie. Et puis, d'autre part, vous avez cette fragmentation entre des sociétés qui sont très différentes, qui ne vivent pas de la même manière, qui ne se marient pas de la même manière, qui ne parlent pas de la même manière, qui ne mangent pas les mêmes choses, etc. etc. Bon, je ne vais pas développer ça, ça serait tout à fait important, mais pour dire que à partir de là, il y a une contradiction et que cette contradiction, on peut la rechercher dans une origine biologique. Et c'est pour ça que je vais vous montrer des bassins. Alors, donc nos hanches, si vous voulez, enfin, bon, les miennes sont un peu artificielles, mais donc ça colle pas là, mais les hanches, c'est quelque chose, le bassin, c'est quelque chose dont le nom, la métaphore qu'on a utilisée pour le nommer, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que justement, il s'agit de répondre à ce truc un peu absurde qui est la station debout. Bon, là, je suis le seul, mais enfin, je sais que vous en êtes tous capables. Donc, la station debout, c'est effectivement pour l'ensemble des organes qui sont dans le tronc, c'est un peu absurde. Ça a amené à ce bassin qui retient tout ça. Donc, ça pose problème par rapport aux différents tuyaux qui doivent en sortir, et en particulier quand il s'agit de faire naître un petit. Alors, donc, si vous prenez le bassin d'un homme, un Homo sapiens, vous avez quelque chose qui est vraiment en forme de bassin. Vous voyez que si vous comparez à un chimpanzé, vous avez au contraire quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que vous sentez en caressant votre chien ou votre chat, c'est-à-dire des os longs qui protègent latéralement le bassin, mais qui ne forment pas cette cuvette que l'on a. Bon, je ne vais pas faire développer de la biologie. Remarquez que c'est vrai depuis très longtemps, puisque Lucie pouvait déjà avoir quelque chose qui ressemblait à un bassin humain. Alors, cela pose un problème, et ce problème, il est là. C'est que nous sommes tous des prématurés, puis de graves prématurés. Vraiment, alors, pour vous en convaincre, prenons les choses concrètement. Voilà un autre mammifère qui n'est pas biologiquement très très loin de celui de droite, là, c'est la petite gazelle, le gazlon, comme on dit, qui est à gauche, mammifère, bon, etc. Il doit correspondre, il doit avoir des caractères qui permettent à l'espèce des gazelles de survivre. Or, qu'est-ce qui permet aux gazelles de survivre? C'est de se déplacer très vite et longtemps, de courir longtemps. C'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir face à tous les prédateurs qui ont bien envie de manger de la gazelle. Donc, conclusion, un petit bébé gazelle doit pouvoir courir dans les 15 minutes qui suivent sa naissance. Bon, maintenant, faites courir le mammifère de droite, là. Il va falloir que vous attendiez 1 an et encore, château branlant, comme on dit, et puis même 4-5 ans avant qu'il puisse commencer à s'en sortir un peu tout seul des éventuels prédateurs. Alors, conclusion, nous avons besoin
de proche. Je vais remettre cette expression dans un instant. Alors, vous voyez, le mot proche, je vais y revenir, mais on a besoin, on est dans une dépendance très longue, très très longue, alors qui ensuite est passée d'une dépendance strictement physique, de protection, de portage, etc., à une dépendance sociale. 25 ans, va Tanguy, quoi, si vous voulez. Aujourd'hui, on sait que ça peut être très très long. J'ai d'ailleurs de grands-enfants. Donc, vous avez là cette dépendance, et cette dépendance, c'est justement ce qui nécessite cette cohésion du groupe social et une multitude d'interrelations dont on n'a pas d'équivalent dans aucune autre espèce de mammifère ou d'oiseau que vous voulez. D'où des communications très importantes, d'où le langage, etc. Vous avez là besoin de, bref, de société. Mais d'une société qui est quelque chose qui n'est pas inscrit génétiquement, le langage n'est pas un donné génétique, et donc qui est quelque chose de modifié constamment, qui bouge tout le temps, rien n'est plus vivant que du langage, et donc de ce fait, vous avez besoin de construction de société. Cette idée de proximité peut aller effectivement assez loin, ça peut être 1 milliard de Chinois, comme ça peut être une toute petite tribu, mais ça nécessite effectivement ces constructions de société au pluriel, qui sont nécessairement, parce que, on va le voir, les hommes sont aussi très mobiles, dispersés à la surface de la Terre. Alors, juste une petite remarque, j'ai mis une image qui est plus amusante qu'autre chose. Si vous la voyez de loin, c'est une famille un peu nombreuse. Mais vous avez une particularité que seule l'espèce humaine a, chez tous les mammifères et les oiseaux, pour prendre les espèces les plus proches. Nous élevons, si on peut dire, des portées multiples. C'est-à-dire que non seulement on a une portée, mais on a aussi les enfants de la portée précédente, etc. Alors, comme en général, on n'en fait qu'un à la fois, ça veut dire qu'on a des enfants d'âge différents. Voilà. C'est une exception. Donc, quand on a des enfants de 10 ans, de 5 ans, de 8 ans, etc., c'est une particularité. Alors que dans toute autre espèce, regardez vos chatons ou vos chiots, dès qu'ils sont adolescents, ils sont poussés par la mère pour aller ailleurs, parce qu'il faut céder la place à la portée suivante. Hein. Ce n'est pas du tout l'équivalent dans l'espèce humaine. Et en même temps, nous sommes très mobiles. Alors, on a l'image très, très évolutionniste de l'homme qu'on fait toujours marcher. Alors, on dit souvent c'est homo ambulans, hein, c'est l'homme qui marche. Et on pourrait d'ailleurs, je m'étais amusé à faire des calculs, je ne vais pas me lancer là-dedans, me préciser, mais de dire, vous savez, la Terre n'est pas très grande finalement, et avec nos capacités qui ne sont pourtant pas celles des mouettes, enfin des hirondelles ou des saumons, pour prendre des grands migrateurs, on peut faire le tour de la Terre en 4 ans. Bon, il n'y a pas de route qui fait le tour de la Terre. Mais enfin, des 40 000 km, c'est faisable. Donc, on voit par exemple que le peuplement de l'Amérique du nord au sud a pu se faire en 1 millier d'années. C'est fait certainement plus lentement, mais techniquement, ça ne pose pas de problème. Hein. Alors, pour cela, je vous rappelle 2 choses. C'est que nous sommes une espèce qui a pu s'abstraire, et c'est tout à fait en rapport avec la proximité que j'évoquais tout à l'heure, hein, les proches, qui est un terme très géographique, de distance proche. Le fait qu'on ait pu aller dans tous les milieux, c'est parce qu'on est capable, alors je vous ai mis Ötzi, hein, Hibernatus, parce on le connaît bien, on est capable de, pardon, je vous l'ai dit que je voulais vous le mettre, de se construire un micro-milieu, nos vêtements, et aujourd'hui c'est un peu frais ce matin, donc vous voyez de quoi je veux parler. Ce qui fait que j'aime bien souvent raconter, quand je fais un long récit de l'histoire du monde, commencer par l'aiguille à chat. Celle-ci a 20 000 ans, mais il y en a eu probablement de plus anciennes. Ça veut dire qu'on pouvait faire des vêtements cousus et non pas drapés. Des vêtements ajustés, sans eux, on n'aurait pas peuplé l'Amérique, parce qu'on ne pouvait pas passer par le détroit de Bering. Donc, vous voyez cet élément technique, hein, très simple, qui est une petite aiguille. C'est un des grands vecteurs de la mondialisation, en tout cas de la dispersion des hommes sur Terre, parce que sans elle, effectivement, il y a des milieux les milieux les plus froids, en haute et altitude ou latitude, auxquels on n'aurait pas pu accepter. Et puis, bien sûr, le fait d'être un micro-milieu collectif, ce qui suppose aussi éventuellement la maîtrise du feu. Vous voyez, des choses qui sont sociales, hein, qui sont des maîtrises propres à l'homme, qui ont permis de vivre absolument dans tous les milieux, et d'ailleurs de faire des mondialisations qui sont les seuls autres êtres vivants mondialisés, les puces, etc., les cafards, parce que ce sont les commensaux, comme on dit gentiment. Donc de ce fait, avec un planisphère polaire, vous voyez, pour une espèce qui est née il y a à peu près 200 000 ans en Afrique, hein, c'est le sapiens, ça, c'est pas les hommes précédents. Vous avez une diffusion dans l'ancien monde, ça c'est facile, on est en continuité totale, surtout que historiquement,
mais dans l'histoire naturelle cette fois-ci. Les terres et les mers n'étaient pas aux mêmes endroits, enfin n'étaient pas à la même hauteur, si vous préférez. Et la mer Rouge a longtemps été sèche, hein, depuis 200 000 ans. Donc l'idée d'Afrique et l'idée d'Asie, c'est des idées qu'on a projetées ensuite, mais ce n'est pas des discontinues, de même que l'Europe. Bon, donc peuplement de l'Australie, ça c'était il y a à peu près 50 000 ans, peuplement de l'Amérique, 30 000 ans, pense-t-on maintenant, pour les premiers pionniers. Donc vous avez bien là, et sans oublier bien sûr qu'il y a des Polynésiens, dont je vous dirai 2 mots dans un instant. Voilà, donc cette diffusion, eh bien c'est une contradiction, puisque je viens de vous dire qu'on a besoin de proches, on a besoin d'avoir d'autres éléments de société avec lesquels on a une interaction, sinon l'espèce ne se reproduit pas, parce que les petits disparaissent. Et puis, en même temps, on est très mobile, on est capable d'aller dans tous les milieux, donc on est à toute la surface de la Terre, à quelques petites exceptions près, type Antarctique. Donc, vous avez là quelque chose qui est à la fois une mondialisation, une diffusion de l'espèce humaine sur la Terre, et une anti-mondialisation, puisque l'espèce se fractionne, et un exemple que j'aime bien prendre, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Voilà, dire, ben voilà, c'est les langues. C'est-à-dire que si les sociétés se diffusent, ben, au bout d'un moment, vous avez plusieurs sociétés de types différentes, et que cette contradiction entre la nécessité d'être proche et cette mobilité, bon, c'est quelque chose qui parcourt l'histoire humaine et qui construit cette mondialisation. Un parfait exemple de cette dispersion, c'est la fragmentation des langues. Alors, je n'ai pas pris les langues aujourd'hui, il y en a entre 5 et 6 000, et on dit qu'il en meurt une par jour. Mais au moment où sans doute il y avait le maximum de dispersion des langues, c'est-à-dire avant les grandes découvertes au XVe siècle. On considère qu'il y avait au moins 17 000 langues. C'est un chiffre qui est tout à fait symbolique, parce que quelle est la différence entre une langue, un idiome, quelque chose qui est proche, etc. C'est impossible de faire une comptabilité, et beaucoup de ces langues ont disparu depuis, mais la majorité. Mais vous aviez un grand fractionnement, et c'était une dispersion des sociétés. Et depuis, eh bien, on ne cesse de se rassembler. L'un des paramètres que je ne vais pas développer, mais c'est simplement qu'on est plus nombreux. Plus la population augmente, plus on est proches les uns des autres, plus on communique de ce fait. Bien sûr, il y a des éléments techniques, hein, depuis le télégraphe jusqu'à Internet, qui rajoutent, mais simplement le fait d'être plus nombreux est un facteur de mondialisation. Alors, je passe de ce fait à un fractionnement. J'aime bien dire que ce fractionnement, pardon, je l'avais mis là, que le monde est dans un puzzle. Là, c'est un vrai puzzle, je vais mettre cette carte. Mais les cartes des États, si je vous ai mis ça, c'est pour vous dire, bah oui, la conséquence du pluriel des sociétés, c'est qu'il y a des États. Et on s'en étonne, hein. Il y a des questions naïves. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai répondu à des questions pour l'émission Les Petits Bateaux de France Inter le dimanche soir. Là, et il y avait une question d'un enfant, que je crois qu'elle n'est pas encore passée, qui était de dire, mais pourquoi il n'y a pas un seul État ? Pourquoi il y a plusieurs... Bon, mais pourquoi... Il disait pays, d'ailleurs. Pourquoi il y a plusieurs pays et pas un seul pays ? Somme toute, il était très mondialisateur de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'une seule société au monde. Mais il annonce un petit peu mon 4e point. Mais vous avez cette conséquence historique du fractionnement par la nécessité des proches, qui est justement le fait qu'il y ait une multitude de sociétés au monde. Alors, la mondialisation, c'est prendre ces sociétés variées et les relier. J'aime bien dire les connecter. Et hein, c'est une grande connexion qui s'opère à partir du XVe siècle. Alors, le 3e point, c'est juste pour vous dire que ça aurait pu être autre chose. Qu'après tout, je pense, on pourra en discuter éventuellement, mais je pense qu'il était inévitable que ces sociétés s'interconnectent, ne serait-ce que parce que démographiquement, elles augmentent et donc restent plus en contact les unes avec les autres. Que les Américains qui ont été séparés de l'ancien monde par la remontée des eaux marines il y a 17 000 ans, eh bien, ils ont vécu pendant 17 000 ans isolés, enfin, des autres, et réciproquement d'ailleurs. Ça représentait quand même le 5e de l'humanité. Mais cet isolement, il était inévitable qu'un jour ou l'autre, il se brise et que des Américains viennent en contact avec l'ancien monde, ou le contraire. Ce qui n'était pas inévitable, c'est que ce soit des gens à l'ouest de l'ancien monde, des Européens, qui fassent ce boulot. Ça, c'est bien sûr dans les histoires qu'on nous a racontées au lycée, j'aime bien dire le grand roman européen, c'était les Européens qui étaient, somme toute, les vecteurs du progrès, comme la carte le montrait dans mon manuel scolaire de départ. Hein. Mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. Alors, la première chose que ça aurait pu être, j'aime bien le rappeler parce qu'on l'oublie, c'est la plus formidable aventure de navigation de toute l'histoire de l'humanité, qui est le peuplement des Polynésiens. Alors, les îles extrêmement isolées
pendant très longtemps, on ne s'est pas trop inquiété de savoir comment les gens étaient arrivés là. Mais on connaît bien par l'histoire linguistique cette histoire. Maintenant, en fait, c'est originaire du continent asiatique. Ça ne veut absolument pas dire que les Polynésiens étaient des Chinois, parce que ils sont, le maillon le plus ancien qu'on connaît, c'est Taïwan. Hein, les indigènes, si j'ose dire, les non-chinois de Taïwan, c'est les plus anciens habitants, jusqu'au XVIIe siècle avec eux, c'est une peuple, une langue de type polynésien. Mais eux-mêmes étaient originaires du continent et ce n'étaient pas des populations de type chinoise qui étaient originaires plus du nord, enfin la langue, hein, qui jouait ce rôle-là. Bon, là, je remontais il y a 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous avez une diffusion qui s'est faite progressivement vers le sud. Et puis ensuite, tant qu'on est dans des îles très très proches, avec des canaux, ce n'était pas très difficile. Le point important, et c'est à peu près au début de notre ère, c'est l'invention de la pirogue à balancier. Là, ça a été une des grandes inventions de l'histoire de l'humanité parce qu'elle a permis d'affronter la haute mer. Il est traversé de plusieurs milliers de kilomètres dans le Pacifique sans risque de renverser comme avec une pirogue simple. Hein. Vous avez là un bateau extrêmement puissant, au point de pas très grand, hein, mais enfin ça peut faire 50 mètres, et puis quelque chose qui est extrêmement stable. Alors à partir de là, on a eu le peuplement de l'ensemble de la Polynésie. À partir des îles de la Société, vous avez un peuplement, y compris jusqu'à l'île de Pâques, qui a été le point isolé. Mais on pense très sérieusement qu'ils ont été jusqu'en Amérique. Hein. D'ailleurs, il y a un certain nombre de traces qui semblent le prouver. N'oubliez pas aussi que ce sont des Polynésiens qui ont été jusqu'à Madagascar. C'est-à-dire que si vous prenez le Pacifique, c'est déjà la moitié du tour du globe. Si vous rajoutez l'océan Indien, c'est les 2/3 du tour du globe. Vous voyez, la plus extraordinaire aventure maritime, à côté, les 3000 km parcourus par Colomb, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose qui explique peut-être sur les Européens, parce qu'ils étaient plus près de l'Amérique, mais je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Juste pour vous dire que le géographe est quand même très sensible dans cette aventure maritime au fait qu'ils avaient une cartographie. Ah, on a à Paris et à Londres, c'est le seul endroit où on a pu en sauver finalement, par les explorateurs du 19e, des cartes polynésiennes qui pour moi me fascinent. Alors je voulais vous faire partager cette fascination, qui sont des cartes qui ne représentent pas des distances, mais des courants marins, des positions aussi avec les étoiles également, et également, bien sûr, très concrètement, des îles, et qui vous permettent de naviguer d'une île à l'autre à partir du moment où on maîtrisait ces espaces. Pour moi, je trouve ça fascinant. Mais on peut imaginer un monde polynésien. Je veux dire par là qu'on avait là une société qui aurait pu en connecter d'autres. Un ensemble de sociétés reliées, parce qu'il y avait des liaisons entre par exemple, les Hawaï et les îles de la Société. Il y avait des interrelations historiques constantes. Alors évidemment, c'est une société qui est très peu nombreuse, et évidemment, par rapport aux masses démographiques de l'Ancien Monde, ça pesait pas beaucoup. Bon, alors, je reviens en arrière. Voilà. Donc, autre aventure, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. C'est évidemment pas une photographie du XVe siècle. Il s'appelle Cheng He. Maintenant, il est un peu mieux connu. Je me souviens quand je parlais de lui il y a une dizaine d'années, personne ne le connaissait. C'est quelqu'un c'est un scandale qu'il ne soit pas dans nos manuels d'histoire. Je veux dire, voilà. Cheng He, qu'on appelle souvent l'amiral Cheng He, a mené 7 grandes expéditions maritimes au début du XVe siècle, donc 80 ans avant Colomb. Qui ont mené des gigantesques flottes. Alors l'image que vous voyez derrière avec plein de bateaux, c'était des flottes avec à peu près 30 000 hommes. Colomb, c'est 105 marins. Donc des flottes énormes qui ont été jusqu'en Afrique, ça on en est sûr, et peut-être même vers le sud de l'Afrique, en tout cas jusqu'au changement de vent dans le canal du Mozambique. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, ça commence en 1405, ça s'arrête en 1432, mais on peut facilement imaginer, si l'empereur n'avait pas en 1432, disons, ça nous coûte trop cher, le problème c'est les steppes et la Grande Muraille, et on arrête donc de construire ces flottes et d'envoyer des armées au-delà des mers, on peut facilement imaginer, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, et en croyant que c'était vrai, qu'ils auraient franchi le cap de Bonne-Espérance, mais dans l'autre sens, hein, d'est en ouest, et qu'il serait arrivé à Lisbonne avant que les caravelles portugaises ne commencent à tenter de faire le tour de l'Afrique. C'est vraiment pas du tout absurde. Et évidemment, avec la puissance de ce qu'était l'État chinois du XVe siècle, ça aurait eu un autre sens. Évidemment, en passant dans l'Atlantique, ils auraient fait sans problème ce que les Portugais ont fait, c'est-à-dire qu'ils auraient buté sur l'Amérique et ils auraient aussi découvert l'Amérique. Alors, il y a des gens
en particulier en Chine, bien sûr, qui pensent qu'ils l'ont fait. Hein. Bon, mais comme ça n'a pas eu, peu importe, ça n'a pas eu de conséquences. Voilà. Bon, mais c'est une des aventures. Donc, je veux dire, la mondialisation aurait très bien pu ne pas être la mondialisation européenne. Ça aurait très bien pu être une mondialisation chinoise, voire polynésienne. On peut évidemment imaginer encore d'autres scénarios, je vais m'arrêter là. Mais ce qui me semble être inévitable, c'est qu'il y a eu des connexions entre les sociétés, les unes avec les autres. Si les Portugais et les Chinois se sont mis à l'eau à peu près au même moment, alors, si vous avez des souvenirs de vos cours d'histoire, 1432, quand s'arrêtent les Chinois, c'est juste un an avant que les Portugais ne commencent à franchir le cap Bojador, comme on dit, c'est-à-dire le début de l'exploration du littoral africain qui aboutit à Vasco de Gama et à la route des Indes. Hein. Donc vous avez un petit moment de bifurcation, on dit un changement important, mais qui aurait quand même de toute façon connecté le monde. La seule différence, c'est que si ça avait été le cas, je serais sans doute en train de vous parler en chinois, de faire cette conférence, mais que inversement, si on traite des affaires avec les Chinois, on le fera en anglais. Et que je ne l'ai pas mis ici, mais j'avais fait pour un atlas global qui est paru aux arènes l'année dernière, une carte des langues officielles du monde. Elles sont toutes européennes, toute l'Amérique, presque toute l'Afrique subsaharienne, à quelques détails près, toute la Polynésie ont des langues officielles, français, anglais, espagnol, et quelques autres. Et puis, sauf effectivement les vieilles sociétés de l'axe de l'Ancien Monde qui, de l'arabe au chinois et au japonais, n'ont pas comme langue officielle des langues européennes. Mais vous voyez, vous avez là un monde qui a cet héritage européen qui fait que notre mondialisation est un peu particulière dans notre grille de lecture parce que c'est une mondialisation très marquée par l'Europe. Voilà, bon, alors je ne vais pas trop insister, j'avais mis quelques images, et entre autres sur la puissance des navires. On considère que les navires de Cheng-He ont été les plus gros navires en bois de toute l'histoire, jusqu'à 11 mâts, plusieurs milliers de personnes par bateau, des flottes absolument extraordinaires. Et vous voyez, la preuve qu'ils ont été jusqu'en Afrique, même si cette histoire de girafe est un peu plus compliquée, en fait, ils ont ramené pas mal de souvenirs de loin, donc exactement comme on a ramené des Amérindiens d'Amérique au départ. Dans tous les cas, il s'agissait des grandes connexions qui étaient celles de l'Ancien Monde. Alors, depuis des millénaires, là, ce n'est pas du tout des petites aventures polynésiennes que je vous raconte. Depuis des millénaires, vous aviez des liens entre l'océan Indien, qui était le centre du monde, véritablement, enfin le centre de l'Ancien Monde, avec un prolongement vers l'ouest, mer Rouge, Golfe Persique, et puis au-delà Méditerranée, qui est une extrême occident de cette zone, et puis le long des mers de Chine, jusqu'au Japon, qui est un prolongement cette fois-ci oriental. Mais vous aviez une circulation extrêmement ancienne, tout à fait vraie à l'époque grecque et romaine. Vous avez des trésors romains jusqu'en Vietnam. Ils n'ont pas conquis, bien sûr, mais il y avait des commerces. Donc vous aviez des échanges, et puis les échanges par voie de terre, la route de la soie, comme on a dit au 19e, c'est quelque chose d'important. Parfois, ces routes se formalisaient. Je vous mets l'Empire mongol, qui est justement au 13e, 14e, c'est-à-dire juste avant les découvertes, les grands voyages maritimes dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'ils ont dopé les échanges, multiplié les échanges. Dans notre histoire très locale, il est très postmoderne de dire très provincial de l'Europe, c'est ce qu'on appelle le beau XIIIe siècle, le temps des cathédrales. S'il faut le replacer à l'échelle de l'Ancien Monde, c'est le moment où ça circulait beaucoup, grâce à l'Empire mongol, qui avait libéré un espace économique fort. Et dans cette circulation, pour les Européens, ça voulait dire, un peu avant la boussole, mais aussi le papier, la poudre à canon, l'acquisition, l'imprimerie, des acquisitions d'inventions chinoises qui évidemment vont jouer un rôle important dans la suite de l'histoire. Alors, de ce fait, c'est ce que j'ai mis sur cette carte, vous avez les grands voyages chinois qui vont peut-être jusqu'au Cap, en tout cas jusqu'à Madagascar, au moment où s'amorcent les voyages européens, portugais en l'occurrence. C'est-à-dire que les deux bouts de cet axe, quand l'Empire mongol s'est effondré et que les échanges se sont donc effondrés, aux deux bouts, on a recherché à renouer les liens, à remettre les connexions, et c'est comme ça que vous avez des voyages maritimes à ce moment-là. Ce qui va changer les choses, c'est pas finalement que les Européens rentrent dans l'océan Indien. Ce qui va être très important, c'est qu'ils butent sur l'Amérique et qu'ils capturent l'Amérique. C'est ce qui va changer beaucoup les choses. Voilà, donc j'avais résumé l'aventure européenne en disant il y a les deux axes de l'Ancien Monde, le maritime, ce qu'on appelle souvent la route des épices, et puis le continental, la route de la soie. Ce que veulent faire les Européens, c'est retrouver le chemin. Alors, il y a une solution simple quand on est l'Afrique,
Ce qu'ils ne savaient pas, c'était quelle taille avait l'Afrique. Et ça les a beaucoup déçus de voir qu'elle était si grande. Et que donc le monde était ainsi, avec une idée farfelue, qui était de dire, bah, si on part là, on arrive là. Hein, c'est-à-dire, parce que bien sûr, la Terre est ronde, simplement Colomb sous-estimait beaucoup sa taille, et que de ce fait, en partant dans l'inconnu, bah, il a découvert l'Amérique. Voilà. Donc là, vous avez ce moment important, qui est la connexion avec les sociétés amérindiennes et ce qu'il y avait sur leur territoire, des plantes et de l'or. Et donc, vous avez un changement majeur. Cela aboutit justement au fait qu'on a ce monde, et je termine par mon dernier point, qui est, je serai à peu près dans les temps, je pense, qui est de dire, voilà, vous avez du mondial et de l'international, puisque vous avez un monde et des sociétés. Et que les sociétés ayant la forme juridique, qui est une invention européenne de l'État dit nation, eh bien, vous avez des Nations Unies, là en l'occurrence, qui nous montre qui va nous montrer cette opposition entre le mondial et l'international, dont l'actualité nous donne constamment des exemples. Alors, j'avais bien, dans l'atlas auquel je faisais allusion tout à l'heure, j'avais essayé de mettre deux cartes face à face, que je vais refaire ici, de dire, bah oui, le monde aujourd'hui, c'est un tissu. J'aime beaucoup l'idée de tisser le monde, c'est-à-dire de créer une multitude de liens, de créer un filet qui enserre le monde. Je pourrais multiplier, on a vu une carte du commerce tout à l'heure qui ressemblait à ça. J'aurais pu évidemment mettre la carte de Twitter, par exemple les tweets, c'est une carte que j'aime bien. C'est une espèce de lacis qui entoure le monde entier et dont il n'y a pas de début et pas de fin. Il y a toute une multitude de points. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de points, beaucoup de fils, puis d'autres où il y en a beaucoup moins. Et puis en face de ça, vous avez au contraire du fractionnement. Alors, du fractionnement qui peut être à des échelles variables, ça mériterait en soi une conférence, mais qui sont les pays, les nations, les États en fait, qui est le plus évident, avec des frontières linéaires, autre invention européenne. Et vous avez aussi des regroupements. Alors, je ne vais pas parler de l'Union européenne qui va à volo, mais vous avez des unions régionales, vous avez des États de grande taille, etc., qui, eux, jouent contre le monde, c'est-à-dire refusent le poids, ou en tout cas veulent maîtriser la mondialisation. Le plus évident, c'est encore le rôle des États-Unis, de ce point de vue-là. Donc, vous avez des acteurs locaux, même si c'est des gros locaux, justement, c'est parce qu'ils sont gros qu'ils peuvent être de tenir le monde à distance ou de l'organiser plus à leur guise. Donc là, on a un enjeu extrêmement fort. Et c'est ce que je voulais développer dans mon tout dernier point, de dire que cette contradiction, vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'avais fait mon second point sur une humanité des sociétés, cette contradiction entre le fait que vous ayez un monde, c'est ce réseau qui nous relie à tous les autres hommes, ou habitants plutôt, êtres humains du monde. Et puis, d'autre part, vous avez des blocs, y compris des États, qui fragmentent. Bon, aujourd'hui, c'est un débat, ouverture, souverainisme, c'est quelque chose qui est notre quotidien de nos débats. Est-ce qu'il faut vivre dans notre grande région, dans le monde, comment le maîtriser et le tenir à distance, ou au contraire, est-ce qu'il faut s'en protéger? Voilà, tout à fait le type de problème devant lequel nous sommes pour longtemps. Donc, c'est une histoire qui est déjà ancienne. Je vais vous montrer deux cartes que j'avais faites pour un petit manuel universitaire récemment. De vous dire, pensez à l'histoire du 19e siècle. Européen, bien sûr, parce qu'on nous racontait rarement, si, la colonisation, mais on ne nous racontait pas beaucoup le reste. Souvenez-vous de vos cours, ça a été longtemps en classe de première. Il y avait deux chapitres qui étaient totalement distincts. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au fond, c'est le même chapitre. Un premier chapitre consistait à dire, voilà, vous avez le printemps des peuples. Ça, c'est la version gentille, favorable, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le mouvement des nationalités. Chacun voulait créer son État correspondant à sa société, quitte à la fabriquer un peu, la société. On a inventé des langues, enfin, on s'est mis à codifier des langues et à les inventer. Si ça vous amuse, d'ailleurs, je vous renvoie au livre de Anne-Marie Thiès, absolument amusant à lire, et c'est pas du tout technique. C'est une littéraire, d'ailleurs, c'est pas une historienne, qui raconte comment on a fabriqué des idiomes nationaux. Alors évidemment, quand on est espagnol, la première grammaire remonte à 1492 d'ailleurs, quand on est anglais ou quand on est français, c'est une chose qui remonte au 15e, 16e siècle. Pensez à la Pléiade, par exemple, pour les Français. Mais pour l'allemand ou l'italien, c'est des codifications de fin 18e, c'est Herder en Allemagne. Pour des Lituaniens, des Croates ou des Polonais, plutôt des Roumains, c'est 19e. On s'est mis à prendre à partir d'idiomes que
certaines parlaient, d'autres pas, ou d'autres des variantes différentes. On a codifié et inventé. On a aussi inventé les langues régionales de ce point de vue-là. Je ne veux pas dire qu'on ne parlait pas basque ou catalan ou breton au XVIIe siècle, mais on parlait des basques, des catalans. On a normalisé, on a fait des grammaires, des dictionnaires, en unifiant quelque chose qui n'était absolument pas unifié. De même qu'on a unifié, la manière de s'habiller, la manière d'habiter, de construire ses maisons, en faisant des styles nationaux, éventuellement déclinés en styles régionaux. On a inventé la nation, si vous voulez. On a fabriqué ces nations au XIXe siècle. Donc notre premier chapitre de nos manuels d'histoire sur le XIXe siècle, c'est le printemps des peuples, c'est la création de ce puzzle, de cet international, de ces sociétés au pluriel que j'évoquais tout à l'heure. Alors, un des corrélats est d'ailleurs la frontière linéaire. Alors, la France, c'est le pionnier. Là, c'est un ouvrage plus savant de Nordman qui a raconté, en analysant toutes les archives du Quai d'Orsay, parce qu'on a tout gardé, comment on a tracé des lignes aux frontières de France qui n'existaient pas naturellement, bien évidemment. Même le Rhin, ce n'est pas une ligne, où ça passe, mais a fortiori, quand vous tracez la frontière du Nord, en passant dans des villages, etc., où c'est, quel champ, quel arbre, il est où donc, ça a été un travail formidable pour les cartographes. C'est une invention française des XVIIe, XVIIIe siècle qui s'est ensuite généralisée. Alors, deuxième chapitre, c'est celui sur la révolution industrielle. Alors, j'avais pris deux éléments dans cette révolution industrielle, c'est dire, au contraire, la révolution industrielle, c'est ce qui connecte les gens, c'est ce qui les rassemble. C'est les voies ferrées, bien sûr, le télégraphe, c'est tout ce qui va... Aujourd'hui, bien sûr, on aurait d'autres exemples, mais en Europe, c'est ce qui va faire que, le tour du monde en 80 jours, on va de plus en plus vite et de plus en plus facilement d'un lieu à un autre. Donc les sociétés sont de plus en interrelation les unes avec les autres. J'ai pris un autre exemple qui est l'unification monétaire. Il n'y avait pas d'euros, il y avait des monnaies différentes, mais en fait elles étaient toutes calées sur les talons or. Donc en fait il n'y avait qu'une seule monnaie en réalité, qui était la même, fondée sur l'or, et ça ne bougeait pas dans la seconde moitié du 19e jusqu'en 14. Donc vous aviez une unification extraordinaire, une diminution des distances, bref, ce qui va s'étendre au monde sous le nom de mondialisation. Tandis qu'en même temps, simultanément, vous aviez le fractionnement, la division, entre autres d'ailleurs, et ça nous dit des choses aujourd'hui, parce que l'évidence de l'Europe, en tout cas de la proximité des autres, faisait qu'on s'identifiait par rapport aux autres. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, qui est à l'échelle régionale en France, c'est les coiffes. Toutes les paysannes se couvraient la tête. Pas trop montrer ses cheveux, c'est pour les femmes, bien sûr. C'est une vieille histoire, aussi en Europe. Mais si vous prenez les fichus des paysannes du XVIIIe siècle, c'était un bout de tissu, point, pour la plupart, parce qu'on n'avait pas de gros moyens. Fin 19e, révolution industrielle, les moyens ont augmenté. Eh bien, vous avez le grand nœud alsacien, un taffetas superbe, et puis les poils, les tuyaux des bigoudens, et puis d'autres, bien sûr. Comment cela? Eh bien, justement, on se différencie quand on se connaît, parce qu'il ne faut pas être comme l'autre. Vous voyez que mondialisation, c'est aussi différenciation. Alors, c'est un processus qu'on connaît bien aujourd'hui. Le tourisme est d'ailleurs un grand facteur de ce genre de choses, puisqu'il faut ressembler à l'image que l'on doit donner des autres. Donc, on se met à construire des maisons qui sont toutes provençales, bretonnes, etc., parce qu'il faut créer ces identités. Et c'est vrai non seulement dans les régions françaises, mais à l'échelle du monde entier. La Chine refabrique beaucoup de Chine actuellement, par exemple. Donc, je peux refaire comme avec mes globes tout à l'heure, vous dire, j'ai à la fois fractionnement international et à la fois unification mondiale. Et je viens d'esquisser l'idée que cet international et ce mondial, c'était un couple. Mais un couple infernal. Parce que c'est à la fois le fait que plus il y a de fractions, plus il y a de petites pièces, plus le puzzle est compliqué, plus ce qui ne dépend pas directement du puzzle, c'est-à-dire l'économie, en gros, pour aller vite, va s'émanciper. Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur le capitalisme, mais on voit qu'on a une libération et que le fait que cette économie se soit émancipée, particulièrement en Europe, depuis le Moyen-Âge, où c'est entre autres que dans un monde fractionné, il peut y avoir par exemple des lieux où les marchands sont maîtres chez eux. C'était les cités italiennes, flamandes, les petits États qu'il y a entre les deux, les cantons suisses par exemple. Vous avez ce que des géographes avaient appelé la banane bleue. Vous avez ce monde fractionné qui est le cœur économique de l'Europe et qui est l'invention du capitalisme. C'est le lieu, la géographie de l'origine du capitalisme que l'Europe a diffusé ensuite dans le monde. Bon, plus il y a de partenaires étatiques, plus il est difficile de se mettre d'accord entre soi. Je veux dire, être passé de 6 à 28 en Europe, on voit bien les problèmes que ça pose. Bon, à l'échelle mondiale, se mettre d'accord à l'ONU, c'est à peu près impensable. Donc, vous avez ce fait, et je vous dire un exemple, les choses ne s'arrangent pas
contrairement à la mondialisation. Je vais terminer par un petit calcul. Bon, tout le monde, je n'ai pas besoin de l'illustrer, j'ai mis pour le principe une augmentation de la population mondiale avec des hypothèses diverses. Mais en tout cas, jusqu'en 2016, nous savons que la population n'a cessé d'augmenter. Eh bien, normalement, la population a augmenté par pays. Ben non, si je le prends en moyenne. Parce que le nombre de pays, lui, n'a cessé d'augmenter. Donc, j'ai même été livré un petit calcul très très simple. En 1930, vous voyez qu'il y a très peu d'États, parce qu'il y a beaucoup de colonisés. Donc, ils sont pas, donc la moyenne par État, c'est de l'ordre d'une trentaine de millions. Mais si vous continuez, en 1960, c'est plutôt moins. Encore moins en 85. Bon, aujourd'hui, c'est, enfin, disons au début du XXIe siècle, c'est encore moins. Et ça peut continuer. Vous voyez, j'aime beaucoup cette carte qu'a fait un de mes collègues. C'est de dire, mais quels sont les États potentiels ? En Europe, on sait qu'un de ces jours, la Catalogne, bon, risque de faire cession, l'Écosse, et puis il y a les Corses, bon, etc. Bon, mais c'est vrai à l'échelle mondiale. La Russie, c'est un patchwork de nationalités. Donc on peut très bien avoir un éclatement. D'ailleurs, on a le Québec, qu'on connaît bien, nous, les francophones. Puis vous avez eu le Soudan, qui s'est coupé en deux. Le Nigeria, il l'est virtuellement, etc. On peut imaginer un fractionnement. C'est-à-dire que le nombre des pièces du puzzle ne cesse d'augmenter. Alors, il y a la diversité des sociétés, de ce fait que j'évoquais, ne cesse d'augmenter. Or, en même temps, ne serait-ce que parce que nous sommes plus nombreux et qu'il y a de la croissance économique malgré tout, eh bien, nos problèmes ne cessent d'augmenter également, nos problèmes communs, qui sont cette fois-ci plus le monde, mais le globe, la Terre. Alors, justement, se pose un problème. C'est que, jusqu'à présent, on a toujours eu tendance à voir les identités, les créations contre. J'évoquais l'idée que les sociétés, y compris nos coiffes bretonnes et alsaciennes, c'est quand on était en contact que s'opposaient, qu'il y avait des concurrences, etc. C'est toujours vrai, bien sûr. Mais en même temps, l'essentiel de nos problèmes n'est plus ailleurs. C'est plus la confrontation avec un ailleurs, mais c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'ennemis. Et c'est pour ça que je vais mettre la formule, là, de Mars, j'avais mis Mars attaque. Le monde, on ne peut pas s'attendre aux Martiens. Ce qui fait que les mythes hollywoodiens qui sont abondamment développés, là c'est sous une forme humoristique dans le film de Tim Burton, mais dans Independence Day ça l'était beaucoup moins, où vous avez un adversaire extérieur et contre lequel l'humanité se rassemble, elle ne devient plus qu'une seule société, un seul monde, et sous direction américaine dans les films que je cite, bien sûr. Mais je pourrais d'ailleurs en mettre d'autres, mais vous avez... Pardon. J'ai été trop vite. Donc, vous n'avez pas d'adversaire. On sait que les Martiens ne vont pas attaquer et que la probabilité qu'on craignait que les envahisseurs, pour reprendre un titre célèbre, arrivent, bon, non. Et donc, le problème, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que justement, ce fractionnement est générateur de problèmes. Et si le monde, l'humanité, donc, n'a pas d'ennemis, j'ai mis la couche d'ozone, elle a des problèmes. Voilà, et c'est sur ce constat que je voulais terminer, parce que ça, c'est le problème qu'on a devant nous. Donc, je vous remercie de votre attention et j'ai tout mon temps pour répondre à toutes les questions que vous voulez.